Bienvenue au Xème répétition des Jarites. Ce matin, c'est le spécial tableur. On est habitué d'avoir une demi-journée normalement avec Vincent. Ben là, on a 1 heure avec Vincent cette année. Jean-François, je vais lui laisser la parole. Puis pour les questions, la façon que ça va fonctionner, vu qu'on est quand même un groupe raisonnable, là, on n'est pas 100 personnes, je vais fonctionner par micro. Donc, à la fin de la présentation, par contre, je vais vous demander de lever votre main avec la petite main, l'icône de la petite main que vous devriez voir dans votre barre d'icône verticale, là, à droite de votre écran. C'est supposé être la dernière. Donc, vous cliquez là-dessus. Moi, je suis capable de voir l'ordre dans lequel vous avez levé vos mains, normalement. Puis, je vais vous ouvrir vos micros un par un. Puis, quand je vous nomme, vous pouvez poser votre question. Vincent m'a signalé qu'il y avait quand même du temps pour les questions, donc gênez-vous pas pour soit noter vos questions. Si vous préférez les poser par écrit aussi, c'est pas interdit. Là. Et juste, c'est souvent plus facile juste de les poser au micro, mais si vous préférez par écrit, il n'y a aucun problème, je peux gérer ça aussi. Donc, notez vos questions ou écrivez-les, puis à la fin, il y aura du temps pour ça. Sans plus tarder, je passe le crachoir à Vincent. Salut. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, parce que vous avez eu d'autres présentations, le présentateur ne voit pas les participants. C'est pas évident pour des gens qui ne sont pas habitués à des caméras et tout ça. Alors, voilà. Ça va être très court cette année. Ce manque d'interaction-là et tout ça, ça rend la motivation plus difficile. Puis écouter ces choses-là aussi. Alors, on va y aller vraiment court. J'ai appelé ça Zoom tableur, croyant que c'était Zoom le logiciel, mais bon, c'est un go-to. Alors voilà, ce sera ça. En fait, on va parler surtout du nouveau projet de lessivage qui a été accepté en 2020. Alors, malgré la pandémie, on a pu commencer un projet. Je veux dire, pour ça, je remercie vraiment Valentin qui a tenu le fort avec toutes les consignes et tout ça. On a pu faire des activités scientifiques et puis c'était très compliqué, mais au moins l'année n'a pas été entièrement perdue. Puis on a des beaux résultats à partager avec vous. Moins que ce qui était prévu, mais dans les circonstances, on va dire, c'est quand même remarquable. Alors, le projet de lessivage des fongicides, vous avez vu les images que je présente actuellement, vous les avez vues lors des présentations passées. Alors, en gros, ce que ça dit, c'est que quand on traite des feuilles, le feuillage qui est traité, il est entièrement protégé, mais dès qu'il y a une nouvelle feuille qui sort, ben, cette feuille-là n'est pas protégée. Et il n'y a pas ou très, très peu de redistribution entre le feuillage qui a reçu la bouillie pesticide et la nouvelle pousse. Alors, c'est ça qui était la grande conclusion de ce projet-là, c'est que compter les feuilles, c'était vraiment important parce que c'est ça finalement qui drive tout le système, là, c'est l'apparition des nouvelles feuilles qui ne sont pas protégées. Alors, le lessivage comme tel par la pluie sur les feuilles déjà protégées, ben, c'était plutôt mineur parce que finalement, le gros du système est contrôlé par l'apparition des nouvelles feuilles. Alors, tant qu'on n'a pas 20 mm de pluie, il y en a de toute façon à peu près pas de lessivage. Peu importe le produit, c'est vraiment mineur. L'intensité de la pluie, oui, joue un peu, mais comme c'est déjà un effet mineur, oui, on peut considérer l'intensité de la pluie. Plus la pluie est intense, moins ça va en prendre et tout ça, sauf que c'est pas ça qui est marquant. La redistribution, ça nous a vraiment étonné, par exemple. On croyait, on nous a tellement enseigné qu'il y avait de la redistribution entre les feuilles traitées et les pas traitées. Ben, à force de refaire cette expérience-là, on voit bien que il n'y en a pas beaucoup. Lorsque la pluie est à faible intensité, moi j'appelle ça du bruit. Hein? On a de l'atténuation de la tavelure. Les feuilles sont un petit peu protégées par de la redistribution, mais c'est tellement mineur. Et puis quand la pluie est forte, il y a à peu près pas de redistribution. C'est pas compliqué. Alors,
Quand on augmente la dose de produit dans le réservoir, la dose de produit à l'hectare, vous allez essentiellement couvrir davantage les feuilles traitées. Fait que vous pouvez compenser pour du lessivage. Hein? C'est sûr que plus que vous mettez de produits, plus que vous pouvez tolérer de lessivage. Mais il n'y avait pas d'effet sur la redistribution. Ça ne change rien au fait que la nouvelle feuille, elle, ne reçoit rien. Alors, la clé du nouveau projet là, ou du volet qu'on va vous présenter aujourd'hui est ici. La dose qui est utile pour protéger le feuillage, là, si on en met plus que nécessaire, plus que ce qui est requis pour compenser un peu de lessivage, ça sert à personne. Et c'est là-dessus qu'on s'est concentré. Alors, le projet lessivage 2020-2022, un des volets, il y en a d'autres, ils seront présentés ultérieurement. OK, alors, la croissance est importante, je dirais même le facteur déterminant, c'était vrai même pour les systémiques. Les résidus qui sont ici, là, la bouillie pesticide qui colle là, s'il y en a trop, je veux dire, elle sert à personne parce que la nouvelle feuille ne sera jamais protégée de toute façon. Alors, on a comme imaginé qu'il serait peut-être opportun de considérer c'est quoi la dose vraiment utile par produit, puis dans quelle mesure on en met juste trop, puis que les facteurs de sécurité ils sont sans bon sens. Alors, les expériences qui ont été faites, alors c'est un protocole là, maintenant qui est classique dans notre laboratoire. Alors, on utilise des petits pommiers en pot, des Macintosh qui poussent à l'extérieur pour avoir du vrai feuillage, que vu les rayons UV et tout ça, qui est vraiment très proche de la nature. Ici, les feuilles ont l'air pâles, puis je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous dire qu'au labo, on fait des beaux pommiers, fait que les feuilles sont tout à fait représentatives de ce qu'on voit dans le verger. Hein. Une sorte d'écran, je ne sais pas. Dans le cadre de l'expérience sur la dose qui est utile, on va faire les traitements des feuilles au laboratoire. Alors, on a un aérographe, là, en chinois, un airbrush, là, puis on applique une dose précise de fongicide et puis on va mettre des doses différentes par produit, puis des doses qui sont en régression, puis ensuite on va pouvoir avoir une relation dose-réponse. Une fois que le traitement est en place, 4 ans plus tard, on va inoculer des ascospores, donc c'est un peu comme un traitement en protection. Puis ensuite, on va dire la pluie arrive avec les ascospores. On va créer des conditions idéales pour l'infection. Puis, on va incuber ces pommiers-là dans une espèce de frigidaire. Là. Puis, un mois plus tard, on va regarder la tavelure qui est apparue sur ces feuilles-là. OK. Alors, le genre de graphique qu'on va obtenir à la fin, si on regarde sur l'axe des Y, l'intensité de la tavelure, puis on va mettre 1 comme étant le niveau maximal en absence de traitement, là, notre témoin va être à 1. Puis à mesure que vous allez augmenter la dose d'ingrédients actifs pour chacune des molécules qui est testée, alors 10 à la 1, 10 à la 2, 10 à la 3, c'est microgrammes par millilitre. En fait, je pense qu'ici, on est en ppm d'ingrédients actifs. Les unités ici ne sont pas importantes. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez avoir, à mesure que vous augmentez la dose de fongicide, une réduction du nombre de tâches. Puis, il y a un moment hein, où est-ce que rajouter du produit ne changera rien sur le nombre de tâches. Là, on est à saturation. Certains diront oui, mais ça m'en prend plus que moins, puisqu'il va y avoir du lessivage. Donc, il faut que je puisse prévoir qu'il y a une partie du produit qui va s'éroder, qui va s'en aller, puis là, la tavelure, on va monter. Et tout ça, c'est vrai. Puis cette échelle-là va varier selon le pulvérisateur que vous allez prendre. Oui, je vous ai promis que je parlerai toujours de pulvérisation dans mes présentations et je vais tenir promesse. Alors, si vous appliquez, par exemple, des plus petites gouttes, vous allez avoir moins besoin de produits qu'avec des grosses gouttes parce que la répartition va être meilleure, l'équipement va avoir un effet, etc. Il y a plein de choses qui vont venir influencer la véritable valeur absolue de notre dose-réponse ici. Mais le principe va rester le même. La comparaison entre produits va toujours être valable puisque toutes les choses sont faites de façon identique et vraiment très proche là, on essaie de copier le système naturel le plus possible. Alors,
On arrive avec une dose, mettons, qu'on va dire utile en verger, ou non, en fait, ici, la dose homologuée, hein, une dose élevée avec un facteur de sécurité, tout ça. La dose que l'ARLA va avoir accordée aux manufacturiers. L'ARLA, ce sont des gens de Santé Canada. Eux autres, ils considèrent que cette dose-là va être sécuritaire pour l'environnement, pour les usagers et tout ça, mais ils s'intéressent peu à l'aspect agronomique. L'ARLA, ce n'est pas Agriculture Canada, c'est Santé Canada. Alors, ils font leur job de protection du public, mais est-ce qu'on en applique trop d'un point de vue agronomique? Eux autres, c'est pas ça leur spécialité, on va dire. Vous avez compris que je pèse mes mots puis que je suis prudent, mais lorsqu'on fait les homologations, ben, jadis, là, les doses homologuées étaient plus élevées. Maintenant, il y a moins de marge de manœuvre, mais tout de même, on sait qu'on est quelque part ici où est-ce que le manufacturier s'accorde une grande marge de manœuvre. Puis là, on va avoir quoi? Ben, on va avoir notre feuillage ultra peinturé, trop peinturé, plusieurs couches. On va avoir notre croissance. Sur la croissance, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de redistribution, fait que ça ne sert à rien d'en mettre trop ici, puisque celle-là va en avoir à peu près 0. On le sait par notre projet précédent. Puis, on sait que dès qu'il y a une feuille qui sort, finalement, sur l'échelle globale, ben, on sait qu'une feuille, ben, vous avez perdu 40 d'efficacité, vous avez 60 d'efficacité. Hein? C'est déjà une grosse perte au total d'avoir une feuille en moyenne. C'est sûr que là, vous pouvez dire, oui, mais je n'ai pas une feuille sur chacune des pousses et tout ça. Ça ici, le 60 d'efficacité, c'est lorsqu'il y a en moyenne une feuille par pouce qui est appelée. Quand il y a l'estivage, puis il y a la pluie qui va gentiment nettoyer nos feuilles, bon, ben là, évidemment, là, on est ici dans la zone où est-ce qu'il me reste moins de produits sur les feuilles et donc la tavelure augmente. Mais il y a un jeu entre les deux, là. Il y a un jeu entre la croissance puis un jeu entre le lessivage. C'est ça qui était finalement notre but de notre projet, c'est de dire, bon, OK, on va considérer que il faut que je puisse gérer une partie du lessivage, c'est absolument essentiel, mais peut-être que je peux réduire la dose initiale pour arriver ici avec, arriver sur mon feuillage lessivé, où est-ce que j'ai eu une augmentation de la tavelure peut-être, mais pas pire que celle de la croissance, puis ainsi arriver à une dose, on va dire utile, la vraie dose qu'on devrait employer. Bon, l'impact pratique, je vais vous le montrer par des données empiriques. Hein? Alors, l'impact pratique, c'est le captant des années 80. Le captant 80 d'ingrédients actifs, on n'avait pas, hein, on n'a jamais fait ce genre de test-là où est-ce qu'on va avoir une relation de dose-réponse sur petit pommier. On va faire ça au laboratoire des fois sur de l'agar où on va faire pousser des spores dans l'eau, puis on va faire une relation dose-réponse qui est purement laboratoire, mais faire ça sur des petits pommiers, c'est de la job. Puis il n'y a personne qui fait ça. Alors, c'est vraiment la toute première fois qu'on a l'occasion de faire un projet comme ça. Puis vous allez comprendre que on ne va plus s'en priver de ça. Parce que, à l'origine, au Canada, aux États-Unis, la dose de captant, c'était 3,75 kg par hectare. C'est la dose classique. Hein? On ne pose pas la question. L'ARLA dit 3,75. Après ça, vous pouvez ajuster ça selon la taille des pommiers peut-être, mais ça reste la dose. Puis, on ne discute pas de ça. C'est ça qui est homologué, donc c'est la loi. Mais c'est la même tavelure dans tous les pays, puis il y a d'autres pays où il pleut, puis il y a d'autres pays où la tavelure est grave. Puis c'est intéressant de constater qu'il y a 50 quelques années, en Angleterre, la dose homologuée, c'est 2,75 kg par hectare du même captant 80. Puis vous savez qu'en Angleterre, il y a des pommes, il pleut, ils ont de la tavelure agressive, puis ils sont toujours sortis à 2,75 kg par hectare. Alors, cette loi-là qu'on avait ici qui disait que ça prend 3,75 kg, elle repose sur quoi? Bien, elle repose sur pas grand-chose, malheureusement, puisque ça varie de pays en pays. C'est ça qu'on veut maintenant corriger en ayant une vraie relation dose-réponse sur pommier.
Des exemples, là, on a le Canada, on a l'Angleterre, mais en France, c'est 1,9 kg par hectare depuis, je ne veux pas dire des temps immémoriaux, mais depuis très longtemps, ce serait complètement interdit de mettre plus qu'1,9 kg par hectare de captant. Ainsi de suite, en Nouvelle-Zélande, c'est 1,5 kg par hectare. On parle toujours de la même tablure, on parle toujours de climats qui sont pluvieux, on parle toujours du même captant 80, on passe de 3,75 pour on est à 1,5. Puis dans chacun de ces pays-là, ils ont une réglementation sur les pesticides. Hein? À l'IRDA, ça fait presque 10 ans qu'on utilise 1,2 kg à l'hectare avec succès sans problème sur des petits pommiers, donc dose ajustée, mais tout de même, le limbo est quand même impressionnant. On sait qu'il y a un point où ça décroche. Quand on fait nos tests à 0,6 kg par hectare, là, on a des tâches puis on a des problèmes. Reste qu'entre le 3,75 puis mettons à peu près 1,2 ou 1,5 kg, peu importe le chiffre que vous voulez adopter, il n'y a personne il n'y a pas un manufacturier ou il n'y a pas une étude qui nous dit, ah, finalement, vous en mettez beaucoup trop. C'est purement empirique le mouvement qu'on a fait ou les recommandations qu'on a faites au cours des années de vous dire, ah, vous savez, vous pouvez couper la dose de captant en deux, puis il n'y en a pas de problème. Mais en absence de données, puis personne ne génère ces données-là. Une fois qu'un produit est homologué, la génération des données, c'est terminé. Alors, ça prend des programmes d'appui à la recherche pour aller plus loin que ce qui est la dose homologuée. Puis, il n'y a pas de prise de risque. Il n'y a pas un Néo-Zélandais qui produit de la gala qui veut prendre du risque. Ils n'ont pas de taveleux à cette dose-là et ils s'en sortent très bien. La nouvelle dose au Canada, celle qui est sortie après les restrictions, c'est 3 kg par hectare. C'est une dose qui est vraiment excessive. Puis moi, je pose la question, je n'ai pas la réponse. Pourquoi on vient presque à bannir des produits quand on peut réduire la dose? Le captant, on a fait des restrictions majeures sur le nombre d'applications. Le mancozeb, c'est la même chose. Et au lieu de réduire les doses et d'optimiser la dose, peut-être qu'on aurait dû s'attarder à ça, mais évidemment, il n'y a jamais personne qui nous demande notre avis. Alors, les résultats concrets pour les protectants. Chacune des lignes, là, les symboles ici correspondent à un produit différent. Alors, on a testé tout ce qui bouge. Le Delan, ici, là, c'est le produit avec ça prend le moins de produits pour avoir la plus grande efficacité. Donc, par molécule active, on s'entend que ces graphiques-là sont toutes faites en fonction des ingrédients actifs. Alors, Delan est homologué à une dose de formulation commerciale moindre que d'autres produits, mais reste que molécule par molécule, le Delan est le plus efficace. Ensuite, c'est l'Allegro, mais vous savez que l'Allegro est à quelque chose comme 1 litre par hectare, donc rien de surprenant là. En tout cas, on suit pas mal ce qu'on pourrait s'attendre. Le captant, ça fait quand même des années et des années qu'on dit que le captant est supérieur au mancozeb. Ben, ça sort bien sur ce genre de test-là, aucun problème là. Puis le Folpan puis le mancozeb sortent un peu après. Alors, quand on dit que le Folpan est l'équivalent du captant, c'est vrai, ces molécules-là sont très, très, très proches, mais les résultats qu'on a actuellement, moi, je vous dirais que la marge de manœuvre pour la réduction de la dose d'emploi du Folpan ne sera pas aussi grande que pour le captant. Alors, on va générer... Oups, excusez-moi, il y a comme un appel qui rentre, mais je... Annulez ça. Il y aura une dose optimale qui sera calculée pour chacun des produits. Alors, je vous présente des résultats qu'on va qualifier de, disons, préliminaires. Mais si, mettons, à la fin, on vous propose que du captant à une dose de, je ne sais pas moi, 1,5 kg par hectare, ça tombe ici, bien peut-être que pour le Folpan, on va vous dire baissez donc pas en bas de 2 ou 2 points quelque chose parce que vous allez être, ça va être plus à risque. Alors, molécule par molécule, le Folpan est un peu moins efficace que le captant.
On a fait ça pour les autres molécules, on a fait ça pour les SDHI, il y a différents produits là-dedans. Évidemment, on ne peut pas tester chaque SDHI de chaque compagnie. Vous comprenez qu'on a déjà testé une gamme très large de produits. Vous vous rappelez, ça avait fait l'objet d'un sondage. On a respecté votre volonté en grande partie. Je vous avoue qu'il y avait des choses que je voulais tester que j'ai ajoutées, mais bon, c'est la prérogative du chercheur. Là, il y a des affaires qu'il fallait qu'on installe là-dedans. L'Aprovia, évidemment, si on tient compte de la formulation active qui est de 10 puis d'une dose, on va dire que pour 50 ml actifs, c'est le meilleur produit, mais il faut tenir compte de la concentration active. Alors, la meilleure molécule, molécule par molécule, celle qui prend le moins de produits pour avoir de l'efficacité contre la tablure, c'est la Provia. Le Cercadis vient en deuxième, il tombe ici, et le Fontelis, molécule par molécule, est moins efficace que les deux autres. Mais l'homologation en tient compte. On applique 1,5 litres par hectare de Fontelis et seulement 500 ml d'Aprovia. L'un dans l'autre, quand je regarde à vue de nez là où sortent les courbes, la dose d'emploi, probablement qu'elle ne variera pas beaucoup de ma dose qu'on va qualifier d'utile. On va faire un calcul de dose optimale, mais je ne m'attends pas à une aussi grande variation que pour le captant. Alors, il y aura probablement, on ne va probablement pas faire trembler les colonnes du temple avec nos ajustements de dose pour le SDHI, mais c'est très bien de le savoir. Enfin, on a cette information-là qu'on n'avait pas avant. Mais il y a quelque chose qu'on va pouvoir faire quand même. C'est une fois qu'on va avoir calculé la dose optimale, c'est dire, OK, pour une efficacité équivalente, combien ça coûte, ou bien quelle est la molécule par dollar investi, qu'est-ce que je devrais choisir? Puisque finalement, choisir l'un ou l'autre des SDHI, ça revient au même. Hein? Je veux dire, faire une fleur à la compagnie BASF ou bien faire une fleur à la compagnie, je les ai oubliés là, parce que j'allais dire, enfin, je ne veux même plus mentionner les noms parce que j'ai oublié les noms des compagnies, elles fusionnent trop rapidement, mais c'est strictement équivalent de passer d'une compagnie à l'autre. Alors, aussi bien dépenser le moins d'argent pour le produit de la même catégorie. On a fait tous les produits. Hein? Tous les produits intéressants ont été testés. Les nouveaux inhibiteurs d'ergostérol. On a inclus là-dedans les strobilurines, là où les QOI. Le bon vieux sélite apparaît. Oui, vous allez me dire, ça prend plus de sélite. Bien, c'est correct. Sa dose d'emploi est plus grande. Mais on va avoir pour chacun des produits de toutes les catégories une façon d'établir un rendement équivalent. Alors, à la fin, est-ce que ça vaut la peine par dollar investi de mettre du sélite ou du scala? Ça, c'est garanti que c'est ça notre objectif aussi, là. Dans les molécules plus anciennes, vous serez intéressé de savoir que du cuivre, c'est du cuivre, c'est du cuivre. Alors qu'on prenne du Cueva, de l'oxychlorure, du parasol, pour chaque molécule de cuivre a exactement la même efficacité sur le terrain. Donc, concrètement, payer plus cher pour du Cueva par kilogramme de métal, c'est complètement inutile, nonobstant la publicité, les résultats, les données ou les faits sont têtus. On a fait ça pour le bicarbonate, le soufre, les mélanges. Le cumulus ou le soufre seul sont des molécules qui sont moins efficaces, oui, et équivalentes. Hein, en passant qu'on prenne la formulation de cumulus ou du soufre, c'est la même efficacité par kilogramme de soufre appliqué. Dans ce cas-là, moi, je vous dirais, des fois, ça vaut la peine de payer un peu plus cher parce que le cumulus est tellement plus agréable à manipuler qu'une poudre. Mais bon, au-delà de tout ça, ensuite, si vous préférez une autre marque que Cumulus, moi, on ne les a pas tous testés, mais mon intuition me dit que ça risque d'être pareil.
Le bicarbonate tout seul, là, qui est en les ronds avec la ligne noire ici, par kilogramme de matière active, c'était plus efficace que du soufre. Mais évidemment, ici, on ne considère pas, il n'y a pas de lessivage, hein. On met notre produit, on inocule ensuite, c'est le bicarbonate qui est déjà en place et ça marche. De même, le bicarbonate avec le soufre, là, on a une efficacité plus grande qui est égale à celle de la bouillie soufrée. Mais la bouillie soufrée, c'est pas mal plus cher. Alors, c'est quelque chose qu'on soupçonnait depuis quand même longtemps. On disait, de la bouillie soufrée, vous substituez ça par du bicarbonate plus du soufre, vous allez avoir une efficacité équivalente pour moins cher. Ben, là, nos résultats ici le confirment. Les lignes sont complètement confondues ici. Alors, le bicarbonate en mélange est mieux que chaque ingrédient seul. Donc, le soufre est ici, le bicarbonate est ici, puis le mélange est plus efficace. Donc, quand vous mélangez, je ne sais pas moi, un 4 ou un 5 kg de soufre avec un 4 ou un 5 kg de bicarbonate, bien, ensemble, les deux produits, vous obtenez une meilleure efficacité. Absolument. Les doses inutiles en prévention, je vous dirais qu'on a testé aussi des produits qu'on va qualifier d'alternatifs et ça nous prend des quantités beaucoup plus élevées de ces produits-là pour obtenir une efficacité faible contre la tavelure. Alors, pour les produits qui sont mentionnés ici, mais que je vais taire le nom, dans tous les cas, même à la dose la plus élevée testée, il y avait de la tavelure. Puis évidemment, là, les expériences pour tous les produits sont faites de la même façon. Alors, je n'ai pas de biais contre les 4 produits mentionnés ici. Juste une observation que on a beau en mettre d'ailleurs, vous regardez que les lignes ne sont pas aussi pentues que les autres. Donc, on a beau en ajouter, en ajouter, en ajouter, l'effet sur la tavelure était toujours faible, on va dire. Bon, alors, c'est ça. Alors, donc, l'effet de la dose est assez marginal. Puis, par-dessus le marché, là, on pourrait dire, ben, le phostrol, le phosphonate, ben, une fois que le produit est en place, ben, il va avoir une efficacité pas seulement pour l'infection en cours, mais la suivante. Mais cette efficacité-là, c'était la moins pire, là. Je veux dire, c'était quand même, elle existe. Mais considérant que si vous commencez à mettre du phosphonate sur vos arbres, vous allez en avoir des résidus pendant des années, ben, c'est un pensez-y bien. Le phostrol, ce n'est plus admis en agriculture biologique, donc bon, ça a un effet, hein. Je ne vous dis pas que le phostrol n'a pas d'effet, mais c'est ça. C'est un pensez-y bien de vouloir garder ça dans son verger pendant des années suivant la dernière application. Hein, vous vendez votre verger un jour, puis là, le nouveau propriétaire, il veut faire du bio. Bien, ça va prendre plus que 3 ans, je pense, pour qu'il n'y ait plus de traces de phostrol dans le verger. Fait qu'on est, je vous l'avoue, extrêmement fiers d'avoir ce premier portrait global d'efficacité des fongicides en dose-réponse. Ça a l'air de rien de même, ça a l'air tout ce qui est de plus conventionnel, usuel et tout ça, mais ça s'était jamais fait. On n'a jamais pu, on a eu beau fouiller pour des données comme ça, ça n'existait pas. Il y a quelques décennies, Skolnick à Cornell faisait des choses un peu similaires, puis après ça, ça s'est perdu. Alors, un portrait comme ça, avec toutes ces molécules-là, en tout cas, on est content, puis on continue dans cette veine-là. Je me suis amusé récemment à voir le bulletin aux producteurs sortir, où est-ce que dans une même page, il y avait une publicité pour le Cercadis, le Sevia, le Merivon. J'étais là, j'ai fait, ouais, ils sont déterminés à vendre des produits. Je vais assister au webinaire sur le Merivon en me demandant tout au long du webinaire pourquoi on voudrait ajouter une pyraclostrobine en mélange pour lutter contre la tavelure, considérant que, je veux dire, qu'est-ce que ça apporte à la pomiculture? J'ai hâte de voir l'argumentaire de mon collègue de l'Université Cornell, Kerry Cox, qui va faire la présentation pour la compagnie BASF. Moi, ça m'a toujours fasciné, les chercheurs des universités américaines qui faisaient des présentations comme ça, purement commerciales. Là,
c'est leur choix, c'est une culture différente aux États-Unis. J'espère seulement que la présentation va être meilleure que celle de Savia, qui était assez pathétique lorsque cette compagnie a décidé de présenter ce produit-là au Canada. Tous ces produits-là sont déjà dans les fiches PFI. Hein? Alors, Mirvan, ce n'est pas vraiment neuf. Ça existe aux États-Unis depuis un bout de temps. Il y a eu des conversations il y a quelques jours là, sur l'utilisation des stocks de fongicides. Ma compréhension, c'est que vos inventaires de captants avec ancienne étiquette et tout ça, ça reste légal. Vous pouvez mettre ça dans un réservoir et l'appliquer tant que vous utilisez les consignes de 2021 sur le nombre très restreint d'applications selon la dimension des arbres et tout ça. Par contre, le Métiram, lui, si vous en avez un vieil inventaire, il faudrait le passer avant le 20 juin. Sinon, légalement, le seul endroit où il peut se retrouver après le 20 juin, c'est au centre de récupération des pesticides. En tout cas, c'est ma compréhension. Si quelqu'un a une information qui vient à l'encontre de ça, là, en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. On ne peut pas faire une présentation sur les fongicides ces jours-ci sans parler de Folpan, parce que les groupes américains de Great Lakes, du Vermont, parlent de Folpan. Fait amusant, les producteurs de la Nouvelle-Écosse et de l'Ontario ont demandé à certains des collègues de la mafia, dont je vais taire le nom, mais en Afrique du Sud, si quelqu'un connaissait le Folpan. Évidemment, comme c'est la mafia, c'est revenu à mes oreilles. J'ai trouvé ça très amusant que les gens de la Nouvelle-Écosse et de l'Ontario ne m'appellent jamais et passent par la mafia. Et ce qui est très amusant, c'est que l'information qu'ils vont avoir reçue, ben, elle vient de moi. Fait que c'est ça, c'est comme ça. Mais il ne faut pas. Enfin, j'en parle du Folpan dans toutes mes présentations de tableur. Là, si vous allez voir dans les vieilles présentations, on a toujours inclus le Folpan là-dedans en le présentant juste à côté du captant. Puis à chaque fois, on disait, ben, c'est des produits très similaires. Il n'y a pas d'avantage à utiliser le Folpan parce que le captant était moins cher. Le captant avait un profil on va dire, d'impact environnemental. Là. En fait, c'était sur la santé humaine qui était légèrement moindre. Enfin, c'est ce qu'on a pensé, hein, que c'était moins grave d'utiliser du captant. Maintenant, l'ARLA en a décidé autrement. Le captant, il y a des restrictions sévères, alors que les restrictions sur le Folpan sont moindres. Je ne suis pas toxicologue, mais je comprend pas toujours pourquoi ou comment ces décisions-là sont prises. Surtout que l'information entre le Québec, les indices de toxicité calculés à Québec puis à Ottawa n'étaient pas les mêmes. Alors, société distincte, je ne sais pas, mais qui a raison, qui a tort, je ne sais pas, mais moi, je ne vais pas me mêler de ces dossiers-là. Le Folpan, ben, c'est pas homologué aux États-Unis dans la pomme. Hein? Il faut comprendre que pendant un certain temps, même, c'était totalement interdit d'exporter des fruits traités avec du Folpan parce que la limite des résidus était, en fait, c'était la limite détectable. Donc, dès qu'ils pouvaient prouver la présence de Folpan, ils pouvaient refuser les fruits. Il y a de l'homologation du Folpan dans d'autres cultures, dans certains États, là, Oregon, Washington, etc., puis dans d'autres pays, mais dans la pomme, c'est très rare. Mais depuis, il y a une étude qui est sortie à la fin 2017, puis combien de temps ça a pris avant que ça devienne loi, je ne le sais pas pour être bien franc avec vous, là, mais maintenant, il y a une limite de résidus qui est correcte là, dans beaucoup de pays. Donc, il est possible d'exporter nos fruits dans ces pays-là. Alors maintenant, on pourra plus jamais dire que il y a des pays qui appliquent des affaires, puis nous autres, on n'a pas le droit, parce que là, le Canada fait exactement cette stratégie tiers-monde. On va avoir le droit d'utiliser un fongicide qui n'est pas admis ailleurs et pour lequel on pourrait se poser des questions puisque son cousin de la fesse gauche, le captant, est quasiment aboli. Donc, je mets un petit smiley, mais quand même se poser des questions.
on n'est pas plus con qu'ailleurs. En Allemagne, ils ont considéré ce genre d'approche-là. Pour le houblon, ils ont considéré le captain et tout ça. Là, ils se posent des questions éthiques à savoir est-ce qu'on peut substituer du captant par du folpan. Et pendant combien de temps on va pouvoir le faire ici? Je ne le sais pas. L'ARLA, ils présentent toujours leurs affaires comme étant des décisions finales qui sont par la suite révisées. Alors, la finalité, moi, je ne comprends pas toujours les modes de fonctionnement de l'ARLA. Le captan puis le difolatant, là, les gens qui se rappellent de ce produit-là, et le folpan sont vraiment des cousins, consanguins, puisque les métabolites dans le corps humain sont les mêmes. Enfin, posons-nous des questions. La nouvelle étiquette de Folpan, ou enfin l'étiquette en cours, ça va être des doses qui sont élevées, même considérant le fait qu'il va y avoir moins de marge de manœuvre pour la réduction. Ça reste une dose que je qualifierais d'ancienne. Quand on parle de 3000 litres d'eau à l'hectare, c'est les doses en dilué. C'est une dose qui est ajustable à la dimension des arbres, certainement. Et non, vous n'avez pas besoin de mettre 3000 litres d'eau. L'eau n'est pas un fongicide et nos traitements à l'IRDA, par exemple, se font dans 225 litres d'eau à l'hectare, sans problème, évidemment. C'est 6 applications maximum par année, mais enfin, c'est mieux que pour captant. L'intervalle entre traitements de 10 jours, ça, c'est peut-être plus problématique parce que la pluie, elle, ne suit pas nécessairement les étiquettes de l'ARLA, puis la croissance des feuilles non plus. Alors, à suivre, il va falloir alterner entre les chimies. Voilà. Du point de vue des restrictions et tout ça, c'est quand même pas la fin du monde par rapport à d'autres trucs. Fait amusant, si on recule dans l'histoire et on va voir l'étiquette de 1998, on voyait à ce moment-là que le vocabulaire était très clair, qu'on pouvait mélanger le folpan avec toutes sortes d'insecticides, d'adjuvants, de fongicides. C'était tout sur l'étiquette, ça. Les seules restrictions sont celles qui s'appliquent au captant, à savoir l'huile complètement incompatible et ni dans les jours précédents ou suivants, etc. C'est vraiment un problème, ça, autant pour captant que pour folpan. Le resetting, la roussissure sur les cultivars, ça ne sera pas pire que pour le captant. Ça va être de la même ordre de grandeur. Puis ces deux produits-là se dégradent en conditions alcalines. C'est vraiment copie-colle. Je vous dirais que moi, la seule différence que je vois entre le folpan et le captant, c'est que ça prend un peu plus de folpan pour être aussi efficace que le captant. Alors, nos tests à l'IRDA, quand on faisait nos tests de folpan à 1,2 kg, on avait plus de tâches que pour le captant. Puis avec nos tests in vitro sur la relation dose-réponse sur petit pommier, ben, on va pouvoir vous calculer une dose optimale. Un mot sur le mancozeb, la décision de réévaluation qui est tombée juste avant Noël, comme pas un cadeau de Noël, mais bon, je vous dirais, est-ce que la catastrophe est évitée? Ben, il reste, si j'ai bien compris, 4 applications puis un intervalle de 7 jours. Ça sera dans 2 ans, là, quand tout ça sera en place. C'est pas beaucoup. Hein? Mettons que c'est pas évident. Et puis, pas en été, hein, parce que ça va être un intervalle avant récolte de 77 jours. Hein? C'est pas une faute d'orthographe. Là, c'est pas 7 jours, c'est 77. Donc, ce sera quand même un beau casse-tête en 2023 de faire un calendrier de traitement. Puis pour l'éclaircissage, 35 jours. Mais ils n'ont pas jugé utile d'abaisser la dose. Alors, on va avoir une dose trop élevée, mais qu'on n'aura pas le droit d'utiliser aussi souvent qu'on voudrait. Cherchez l'erreur. Projet de pulvérisation, en fait, je vais vous en faire grâce, puis on va arrêter ça tout de suite. Gérald, si tu veux reprendre le crachoir, on va pouvoir parler et prendre des questions peut-être. Oui, parfait. Super, merci. Donc, on est rendu aux questions. Il y a François Blouin, tu avais levé ta main il y a très tôt au
pendant le webinaire. Je ne sais pas si c'est un test, là. Je peux quand même te donner la possibilité de parler. Peux-tu activer ton micro? Bonjour Gérard, excuse-moi, c'est une erreur, j'ai pas pesé à la bonne place. OK, pas de trouble, pas de trouble. On est content de te parler pareil, là, c'est une question. Excellent. OK, ben, je vais passer à des questions écrites parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions. Ensuite, je vais retourner aux mains levées, là. Donc, questions écrites. OK. Evelyne demande trouvait tes résultats très intéressants. Je ne sais pas si tu les vois, les questions, Vincent, écrites, là, mais demande si tes graphiques là, avec la dose efficace, est-ce que ça tient compte de l'application des bonnes pratiques, par exemple le broyage des feuilles? Est-ce qu'on pourrait réduire la dose encore plus si on appliquait ces bonnes pratiques? Oui, ben, oui. En fait, quand je disais la dose requise pour combattre la tavelure va dépendre du pulvérisateur, absolument que ça va dépendre aussi de l'inoculum en place dans le verger. Bien sûr. Donc, c'est pas une. Puis c'est difficile de faire un calendrier. Tout ce qu'on peut faire, c'est des comparaisons entre produits, puis dire, bon, ben, si vous avez un bon pulvérisateur, vous avez contrôlé votre inoculum, vous avez de la marge. Parfait. Il y a comme un bruit de fond. Je ne sais pas si il peut peut-être essayer de couper les micros un peu. Couper les micros de tout le monde. Je ne sais pas si j'ai coupé le sien, Vincent. Ouais, tu as le réactiver. Et voilà, ça c'est la plateforme. Quand on coupe les micros de tout le monde, ça coupe même seul le micro du présentateur. Donc, tu es de retour. OK, j'ai des questions écrites de Serge. Quel produit est encore homologué sur Poirier? Oh, aucune idée sans consulter mon sage pesticide, je ne sais pas. Puis, Elisabeth Turcotte dit que, je le lis, Elisabeth Fortier avait présenté décembre 21 pour le Métiram. Elle a fait une présentation là-dessus. Puis, elle dit Décembre qu'elle a la 21, même compréhension que toi. Ben, je pense que c'est à propos de la date de. oui, mais Métiram, ça devrait être juin. Ça doit être 3 ans après l'annonce initiale. Puis je pense que c'est vraiment juin. Puis comme moi, je ne voudrais pas appliquer de Métiram après. De toute façon, il y avait un Oui. délai avant récolte, ça, là, mais je ne mettrais pas ça durant l'été. En tout cas, ça ne doit Non, pas mais concerner beaucoup. j'ai vérifié moi aussi, puis effectivement, Elisabeth avait fait une erreur dans sa présentation, là. Et t'es pas la seule, Isabelle, à avoir posé cette question-là. On a vérifié. Vincent a vérifié, j'ai vérifié, Ancienne a vérifié. Euh, Elisabeth a fait une petite erreur. Et ça, c'est rare, parce qu'Elisabeth, elle est vraiment Ouais. excellente. Oh, oui, c'est rare, c'est vrai, effectivement. Je vais prendre une autre question écrite. Les pesticides dits inutiles en prévention ne seraient pas utiles en post-infection ou en période de germination? Point d'interrogation de Marie-Ève, ça. Est-ce Oui, que les bien, c'est pesticides inutiles en en prévention, prévention. OK? ouais, Alors, je vous dirais, comme les gens qui se rappellent de RBO, à suivre. Parce qu'il y a des volets sur la post-infection et la germination qui vont suivre et on va revisiter ces produits-là. Chaque mot qui était là compte, mais si vous me demandez si je recommanderais du sérénade en protection pour la tablure du pommier, vous avez votre réponse. OK, parfait. Ensuite, je pense que je vais passer aux questions des gens qui ont levé leur main. Il y a Caroline. Caroline, je vais activer ton micro. C'est-à-dire que je vais te donner la possibilité de l'activer. Je pourrais l'activer maintenant. Est-ce que ça fonctionne? Oui. OK, super. Écoute, Vincent, j'ai deux questions en fait. Là, je me demandais, tu sais, dans le fond, dans les essais que vous avez faits sur les doses, est-ce que
Parce que là, tu n'as pas présenté de dose. Est-ce que finalement, tu as une dose minimale utile pour chacun des produits qui ont été testés? C'est ça. Puis, Le problème, Caroline, là où je me garde comme, on va dire, une petite gêne, c'est que moi, j'ai des ingrédients actifs sur petits pommiers dans les limites de mon test, OK? Traduire ça par des kilogrammes à l'hectare, ben là, tu as des considérations de dimension d'arbre, t'as toutes sortes de considérations. Puis je comprends qu'une étiquette comme celle de l'Arla, ben eux autres, il faut que l'étiquette soit conçue pour le pire pulvérisateur avec les plus gros pommiers, puis etc., etc., etc. OK? Mais ça, là, ça ne nous aide pas à progresser. Alors, moi, ce que je veux, c'est revenons à la base, la dose essentielle, c'est quoi? Puis une fois que je peux dire, ben, toutes choses étant égales par ailleurs, ça prend, on va dire, mettons, 2 fois moins de captant que de mancozeb. OK? Alors, après ça, si toi, tu es confortable chez vous à 2 kg de captant, ben, la dose équivalente à mancozeb, c'est pas 4,5, pas 5, pas 6, c'est 4. Quoi? OK, ben je ne sais pas, mais ça coupe un petit peu, là. Je ne sais pas si c'est à cause de mon micro ou quoi, là. Mais OK, c'est bon. Ben, je comprends, dans le fond, c'est plus par comparaison aussi, là, par. Oui, mais tu vas avoir un facteur d'ajustement, là. La dose dont toi tu as besoin, puis tu sais, quand Evelyne, elle amène le point, elle dit hey, dans une version très propre, je peux faire encore plus le limbo. Bien, absolument, tu peux. Mais là, c'est comme moi, je ne peux pas prendre la décision du producteur à sa place. Ce que je peux certainement lui dire, par exemple, c'est que si le captant est 2 fois plus efficace que le mancozeb, puis qu'il met 2 kg de captant, moi, je vais lui dire pourquoi tu mets plus que 4 kg de mancozeb? Ça ne te donne rien. Tu mets un extra est perdu, par exemple. On ce tableau-là des balances, on ne l'avait pas. OK. Fait que c'est plus, dans le fond, d'un produit à l'autre aussi. Là, le tableau, il faut le lire comme ça. Là, oui, mais évidemment qu'on va faire... d'un produit à l'autre. Puis en fait, ma deuxième question, c'est ça. Je me disais, comment on peut utiliser ces données-là? Là? Fait que là, ben, je comprends. Tu as répondu à ma deuxième question aussi. Là. Et on ne va certainement pas se priver de présenter des exemples. Par exemple, si j'arrive avec nos savants calculs que 1,9 kg de captant, comme en France, c'est une bonne dose, là, dire, OK, si la dose de captant, c'est 1,9, ben, la dose de Allegro, la dose de Folpan, la dose de mancozeb sont respectivement ceci, ceci et ceci. Si tu utilisais déjà moins de mancozeb que qu'est-ce que moi je te recommande, tu vas faire je peux encore baisser ma dose de captant? Oui, tu peux, puisqu'on a des doses équivalentes entre produits. OK. Super. Merci. Super. Je vais passer le micro à Robert. Robert, vas-y. Salut Vincent. La question, est-ce que ça vaut, selon ce que tu as présenté tantôt, est-ce que ça vaut vraiment la peine en biologique d'appliquer un souffle avant une infection? On n'est pas mieux de le garder pour le mélanger au bicarbonate? Ben, je ne suis pas sûr de suivre ta question parce que tu dis le souffle tout seul n'est pas si efficace. Ben, toi, tu avais mis que le souffle était moins efficace que tu avais écrit tantôt, là. Fait que c'est ça, je me dis, tant qu'à faire passer le producteur 2 fois, tu sais, une fois en protection, puis une fois en éradication peut-être 24 heures après, je suis aussi bien peut-être de garder mon souffle et de le mettre avec le bicarbonate, puis tu as mis que le bicarbonate souffle est plus efficace que le bicarbonate seul. Exact. Alors, notre expérience confirmait nos résultats il y a plusieurs années là, sur le bicarbonate et le soufre, c'était toujours mieux que le bicarbonate seul. Là. Alors, ça, on continue avec ça. Les faits sont têtus, les résultats sont têtus. Mais pour répondre à ta question, tu sais,
ça reste des molécules qui sont moins. Tu sais, pour avoir. Comment est-ce que je pourrais bien présenter ça? Si en biologique, tu as une infection qui est grave, tu es à fort inoculum, contrairement à un verger commercial là, qui souvent on applique trop et tout ça, fait que l'inoculum est vraisemblablement plus bas en commercial. Fait que, tu sais, peut-être que là, ton souffle, tu n'avais pas le choix de passer en protection et en post-infection pour ta grosse infection de la nuit. Donc, je ne peux pas dire que je remplacerai tous mes traitements en protection par du post-infection parce que ta fenêtre de traitement, vas-tu l'avoir aussi? T'sais? Oui. Il y a d'autres considérations que juste l'efficacité de la molécule. Puis ton souffle en protection, il pourrait être utile contre le blanc aussi, en même temps? Ah oui, le soufre, oui, nous, on ne fait pas des tests contre le blanc, mais bien sûr, le soufre est bon contre le blanc, bien sûr. Puis pour finir, juste bicarbonate de soufre, c'est plus efficace sur un feuillage humide ou sur un feuillage sec pendant infection ou non? Oui, mais c'est ça, Non, ça c'est comme c'est un débat éternel. oui. À peu près aucune donnée, mais c'est devenu une vérité universelle. Puis nous autres, on va présenter, on va faire des expériences pendant 10 ans, on va avoir des montagnes de données, puis non, on n'en parlera jamais. Alors, je veux dire, je vous inviterai à consulter les gens qui vous ont dit qu'il fallait absolument un feuillage sec, ça ne vient pas de nous. Fait que l'important, c'est de passer. C'est de faire un traitement. Là. Ben oui, absolument. Ce qui est très vrai et qui date de résultats antérieurs, c'est que appliquer plus tôt est mieux que plus tard. Okay? L'effet de post-infection va s'atténuer et tout ça. Et donc, plus que tu vas traiter tôt, plus que tu as une chance que le feuillage soit mouillé au moment du passage. C'est aussi vrai qu'avec un mauvais pulvérisateur, c'est mieux de passer sur du feuillage mouillé, puisque ça va aider à la redistribution. Tout ça, c'est vrai. Mais moi, je dirais, répare donc, corrige donc ton pulvérisateur, déjà. Une dernière question, si j'ai le temps. Ouais, Robert, après, on va passer aux autres. Ah, OK, bon. Ben, la bouillie soufrée en bio, c'est le seul éradiquant de 24 heures. Ben, moi, je dirais que non. On a le bicarbonate et le soufre. OK. Mais peut-être la bouillie a un plus grand nombre d'heures d'éradiquement. Bon, c'est en fonction de la météo puis du RIMPRO, là, c'est ça? Oui, mais sans trahir, en tout cas, on a des résultats qu'on ne présente pas ce matin, là, mais la réponse est non, tu n'auras pas plus de post-infection avec la bouillie de bicarbonate. OK. Non. Merci beaucoup. Merci, Robert. Donc, je repassais à des questions écrites. Ben, un commentaire de Sylvie, bienvenue. Là, sur le Folpan, on parlait de souffle, là, mais le Folpan disponible, c'est du Folpan 80 WDG. Je voulais laisser savoir ça à tout le monde. Puis, Ouais. je reviens au souffle. En passant, là, c'est celui-là qui est testé. Pardon? Je dis en passant, c'est celui-là qui a été testé. C'est le Folpan choisi par Sylvie qui a été testé. Excellent. OK, je reviens au souffle. Stéphanie Tellier, personnel souffle. J'ai dans mes notes que le cumulus peut causer plus de phyto parce que plus abrasif. Est-ce que c'est le cas, d'après toi? On a bien de la misère à faire de la phyto. Vous savez qu'il y a une bonne part de la phyto qui est liée au volume utilisé lors de la pulvérisation. Plus vous mettez de liquide, plus vous créez des conditions favorables à toutes sortes de problèmes de phytotoxicité. Peut-être qu'il faudrait régler nos problèmes de pulvérisation. Oh, dit pas fin, je de la même réponse. OK. Sylvain pose la question. Ça, c'est quelque chose que tu as peut-être dit que j'ai raté moi aussi. Là. Quelles sont les catastrophes à éviter juste avant Noël? Est-ce que tu peux répéter? Moi, je ne sais pas de
quoi il Ah, parle. la catastrophe évitée, c'est que, bon, le mancozeb était complètement interdit il y a 2 ans. Si vous vous rappelez, on a écrit ça. Hein? La décision finale de l'ARLA, c'était que le mancozeb était retiré. Bien, ça a l'air que les décisions finales sont pas toujours finies. Alors là, il y a des restrictions qui vont venir en vigueur dans 2 ans. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer dans 2 ans? Je ne sais pas. Une pandémie, tu sais? Je ne sais pas ce qui peut arriver en 2 ans. Excellent, merci. Franck demande, est-ce que tes courbes vont être disponibles pour aider les agronomes à prendre des décisions et des recommandations? Ah oui! Les courbes, les équations des courbes, tout ça, bien sûr. Super. Écoute, on a terminé ma liste de questions écrites. Puis s'il n'y a pas d'autres personnes, s'il y a d'autres personnes qui veulent lever leur main ou écrire une question, on va attendre quelques minutes, quelques secondes, au moins. L'avantage de faire ça virtuel, c'est qu'il n'y a personne qui peut me garocher des pommes pourrites. Ah, tiens, j'ai une main levée ici. Un instant, Alexandre. Alexandre Simard, tu peux activer ton micro. Salut Vincent, moi je suis producteur, là, je suis pas conseiller. Si je comprends bien, là, la nouvelle stratégie Tableur, c'est d'utiliser du Folpan à cause qu'on n'a plus accès au captant. Dans les pommiers standards dont l'envergure est plus grande que 1 mètre, je ne me rappelle plus de la consigne, c'est plus légal d'utiliser le captant. Donc, le Folpan est un produit de substitut dans ces cas-là. Mais comme tu disais au début, là, avec bon, je me rappelle plus de la question, désolé. Non, mais vas-y, ton inquiétude, c'était probablement le captant sur des pommiers standards, j'imagine. Puis est-ce qu'on peut prendre du Folpan à la place? Mais la réponse, jusqu'à pas longtemps, était ça dépend de l'exportation, mais là, le problème d'exportation est réglé. Donc, oui, c'est une porte de sortie. Si je me demande mon opinion à moi, d'un point de vue agronomique, bien sûr qu'il y a une belle fenêtre pour le Folpan. Je ne sais pas si ça va être quoi, si le Folpan va être beaucoup plus cher que le captant. Ça, il y a peut-être Sylvie qui pourrait répondre. Du point de vue est-ce que la société a progressé en substituant du captant par du Folpan? On va me garder une petite jointe. C'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, dans le fond, en tableur primaire, on utilisait beaucoup, nous autres, c'est pas des standards, c'est des séminaires, on utilisait le captant, mais maintenant, avec les nouvelles règles, en tableur primaire, on ne pourra plus l'utiliser pendant tout si on l'utilise tout en primaire. Parce que les pommiers seminins ont une envergure plus grande que celle qui est permise pour. Ben, c'est pas un maximum de 2 applications par année ou 2, 3, 4 applications par année? Ça dépend de la dimension des arbres. OK. Fait que dans du nain, on peut l'utiliser comme avant, mais en respectant. Presque. Je ne me rappelle pas de la restriction, mais elle n'est pas majeure. C'est 10 applications, quelque chose comme ça? C'est 10 applications maximum par année pour les hautes densités, des pommiers qui ont une envergure de moins que 2 mètres de large là, comme couvert végétal. En passant, j'en profite pour une petite pub, là, la fiche PFI 2021. Il va y avoir un beau petit tableau dans le haut de la fiche, dans la section du haut, qui va mettre en valeur, là, et qui va illustrer les principaux changements sur ces fongicides-là, puis sur l'imidant, puis le sabin aussi. Fait que, vous allez l'avoir normalement dans moins d'1 mois. Ça devrait être dans votre boîte aux lettres. Puis j'ai une petite dernière question. Au début de la présentation, tu disais aussi que peu importe le fongicide, c'était 20 mm, mais en sachant très bien que le souffle, c'est 10. Non, justement, c'est ça qui est très amusant, c'est que dans tous nos tests, là,
on peut répéter, on peut répéter des choses à l'infini, puis ça finit par devenir la vérité. M. Trump en a fait sa présidence, hein, répéter le même mensonge pendant des années, ça devient la vérité. Alors, on a répété pendant des décennies que c'était 10 mm pour le souffle, puis on le répète, on le répète, on le répète. Après ça, quand on arrive avec des données, mais moi, je suis désolé, mais ça se lessive moins vite qu'on pensait. Je ne peux rien, c'est le même. Et je ne travaille pas pour George Soros. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Je vais passer la parole à François. Un instant. François Blouin, tu peux activer ton micro. OK. Vincent, écoute, une petite question vite de même. La chaux soufrée, là, polysulfure de calcium, qu'est-ce que tu penses de ça dans l'étiquette, là? Il me semble qu'ils disent des affaires qui n'ont pas d'allure, là, d'utiliser ça, pré-bouton rose jusqu'au calice et premier et deuxième arrosage de couverture, 1,8 litres par 200 litres d'eau. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, mon opinion sur la bouillie soufrée, je veux dire, c'est très largement utilisé en Europe en bio, hein, en passant. C'est cher, puis je ne vois pas d'avantage par rapport au mélange bicarbonate de soufre. Je veux dire, moi, en gros, ma réflexion, elle s'arrête là. Je veux dire, avant le bicarbonate de soufre, la bouillie soufrée, c'était la molécule, et tout à l'heure, Robert l'a dit, là, c'était la molécule qui était homologuée en post-infection pour la tablure. C'est un très bon produit. Pendant longtemps, quand on faisait les tests de comparaison, bicarbonate, soufre et tout ça, on mettait toujours comme standard bio 14 litres à l'hectare de la bouillie soufrée italienne, celle qui est concentrée, celle qui est vendue ici de toute façon. Là. Alors, nous, en tout cas, moi, ma conclusion, c'est que ça marche mieux de faire du bicarbonate soufre. C'est juste que ça se lessive, la portion de bicarbonate se lessive très rapidement. OK, merci. Ouais, j'ai des questions qui s'ajoutent, il y a des questions qui s'ajoutent. Les gens sont réchauffés. Serge, je pense que c'est toi qui avais levé ta main en premier. Tu peux activer ton micro. En passant, pendant que j'y pense, là, notre collègue Tarek a changé d'employeur puis il nous a envoyé de l'information sur son nouvel employeur. Mais entre autres, j'ai appris de lui que la formulation de bicarbonate qui était vendue par AEF ne le sera plus. Donc, le Sirocco n'existe plus. On va revenir au Millstop, qui était la molécule originale du bicarbonate formulé. Donc, on a encore 2 bicarbonates formulés, mais il ne portera plus le nom de Sirocco, il va porter le nom de Millstop, qui est le nom original. Puis dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'ajouter de ça. Mais je ne connais pas le positionnement commercial du point de vue du prix. Mais le Millstop, c'est un excellent produit. OK. Excellent. Serge. Salut Vincent. Je voulais savoir, pour la nouvelle étiquette de Captan, est-ce qu'on parle plus de densité de plantation ou d'envergure de pommier? Est-ce qu'un producteur pourrait mettre les 2 doses ou plutôt les 10 doses recommandées pour des pommiers de moins de 2 mètres sur des plantations de seminets, des jeunes plantations de seminets qui ont moins de 2 mètres d'envergure? Je suis persuadé que les gens seront très créatifs avec l'étiquette. Donc, on peut l'interpréter selon notre bon désir, c'est ça? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Serge, lis là l'étiquette. Y a-t-il quelque chose de plus éminemment flou et mal fait qu'une étiquette? Ben, ça n'aide pas personne du tout, là. Je comprends, mais c'est quoi tu veux que je te dise? Qu'est-ce que je vais comprendre? Je me mets dans la peau d'un producteur, là, puis c'est lui qui va devoir interpréter l'étiquette. Ah oui, mais ne tirez pas sur le pianiste. Moi, tu veux que je fasse? Pourquoi qu'ils tenaient le crayon quand ils ont écrit ça, là? Je comprends leur motivation au départ, mais moi, j'ai dit dès le début de la présentation que
ils ont joué sur le nombre d'applications, sur la dimension des arbres, mais pourquoi ils n'ont pas joué sur la dose? Ça veut dire que si on taille plus sévèrement ce printemps, on va être correct pour. Tu peux passer des arbres au wedge, puis subitement, ils deviennent légaux pour le captant, bien sûr. Puis, malgré le fait qu'ils ne seront pas moins denses ou plus denses ou quoi que ce soit, qu'il va y avoir moins d'exposition, plus d'exposition aux travailleurs, on sait tous que ça n'a pas beaucoup de rapport, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a certains rapports avec l'exposition, j'imagine, des bras, là, quand tu te... Mais c'est la seule chose que je peux voir. OK. Hey, je vais te gager, en tout cas. J'aimerais bien ça voir de toute façon, on pourrait en débattre toute la journée. Moi, je ne les ai pas vus leur donner d'exposition des travailleurs en pommier standard, semi-standard, puis nain avec un envergure d'arbre de moins de 2 mètres de diamètre. Je les ai pas vus. OK, ça répond à ma question. Vincent, j'avais une deuxième question. J'ai posé tantôt sur le poirier. Il y a beaucoup de producteurs qui ont des poiriers à travers leur verger de pommiers. Là, puis, ce que j'ai su l'année passée, tu avais dit que le follepan n'était pas recommandé sur poirier. Puis là, la nouvelle étiquette de mandat... Pas homologué. Je ne me rappelle pas ce que j'ai dit parce que je vais être bien candide. Là, je n'ai pas le poirier en tête. Tu parlais plutôt de phyto possible sur poirier avec le follepan. Puis, si on regarde la nouvelle étiquette de Manzat ou d'Itan, le poirier ne serait pas homologué sur l'étiquette. Donc, ça va être compliqué de gérer ça dans les vergers. Ouais. C'était ma question. C'est quoi ta question? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la tablure sur les poiriers? Ouais. On vit bio. Est-ce que selon toi, on pourrait faire moins d'applications sur poirier? Est-ce que le Périna est moins est plus facile à contrôler que la tavelure sur pommier? Ça veut dire qu'on pourrait couper les applications de moitié? C'est pas tellement la difficulté de tuer la bête que la sensibilité du cultivar, la tolérance aux symptômes de tavelure sur le poire. C'est plus là que ça va jouer. Là. Ton marché, c'est qu'ils font. Tu vas faire quoi avec tes poires, puis tu peux suivre avec leur bête à la sortie, à la récolte. C'est ça qui est une maladie cosmétique, la tavelure, hein? Okay. Merci. Merci Serge. On a dépassé notre temps, mais je veux prendre encore, ça ne te dérange pas Vincent, 5 minutes de plus. Robert, attends un petit peu Robert. Il reste encore 39 personnes, on ne les a pas trop usées encore. Parfait. Oui, c'est juste pour dire, si on a le choix d'utiliser du bicarbonate de soufre ou de la bouillie soufrée, l'avantage de la bouillie soufrée après floraison, c'est qu'elle a un pouvoir éclaircissant. C'est un agent éclaircissant en biologique. Fait que c'est sûr que ça peut faire faire en sorte qu'on choisisse ça. C'est un excellent point parce que le bicarbonate pour l'éclaircissage, non, c'est pas c'est pas fiable. Ouais, il y a juste les Suisses qui réussissent bien, puis j'aimerais bien ça comprendre pourquoi. Peut-être qu'ils mettent plus d'eau. C'est pas. Oh, cheap shot! Non, mais c'est parce que je comprends ce que tu as dit tantôt, parce que le cuivre avec la bouillie, l'étracteur, c'est sûr que le cuivre, c'est peut-être l'agent le plus phytotoxique qu'on utilise. Ben, c'est sûr qu'avoir de la tavelure sur fruits, même dans le bio, c'est pas de la phyto sur fruits, même dans le bio, c'est pas qu'est-ce qu'on veut. Fait que c'est sûr qu'en réduisant des volumes d'eau, on s'aide en maudit. Mais quand vient le temps pour éclaircir, c'est une autre chose. Totalement. Et puis, en fait, blague pour blague, là, c'est ce que Peter Kreloff, il dit quand il vient. Hein, il fait, si vous voulez de la phyto, rajoutez de l'eau. Fait que l'éclaircissage, là,
ça peut être considéré de la phytotoxicité. Tu as tellement eu de toxicité que tu as tué la petite pomme. Fait que rajouter de l'eau peut aider à l'éclaircissage, vraisemblablement. Merci. Merci Robert. Evelyne? Oui, ben, je trouve ça très drôle ce qui vient de se produire là, avec le volume d'eau, mais c'est une hypothèse intéressante, là, mais je sais aussi qu'en Europe, tu sais, ils utilisent des doses répétées, là, puis c'est pas tant la dose comme telle que des applications répétées, là. Mais bon, c'est peut-être le secret, là, mais j'ai vu jusqu'à 4-5 applications. C'est vraiment beaucoup, là. Je suis à peu près certain que multiplier les applications a plus d'impact que le volume d'eau, parce que je peux pas. Le même producteur en Europe qui est content de faire du 200 litres à l'hectare, je ne le vois pas, ça va virer de bord puis éclaircir avec 1000. En tout cas, je ne connais pas assez d'éclairage pour ça, là. Mais 4 ou 5 applications, on ne fait pas ça ici. Fait que, Mais c'est difficile à faire de toute façon dans la fenêtre de temps là, de la floraison. Fait que, ouais. Merci. Ben, merci tout le monde. Je pense que ça termine les questions. Je vais terminer ça là. C'est bienvenu. Là, pour ceux qui ne voient pas les commentaires, donner le prix du Folpan 80 WDG, environ 32 le kilo. Je vais juste remercier dans ce moment-là tout le monde. par rapport au captant, c'est cher ou pas cher, ça? Ah, Vite ouais, de par même. rapport, C'est cher, je sais ça. pas. Je pense que oui. 37 kilos, c'est cher. Je sais pas si. Ah, ouais, à 1300 de piastres, ouais. Cher. C'est là. Très cher. Ouch. Hey, écoute, merci beaucoup, Vincent. Là, je te transmets les remerciements des gens aussi sur le chat. Donc, merci. Merci tout le monde. Puis pour la prochaine session des webinaires, c'est des jarrettes, c'est-à-dire, là. C'est le 11 mars. Il y a un atelier sur le bicarbonate, justement, avec Evelyne, Caroline, Karine, Jamel. Puis après ça, on poursuit avec 2 présentations sur le désemballage mécanique. Fait que 11 mars. Merci encore. Bonne journée tout le Bonne journée. monde. Bye.